On m'a longtemps dit que j'étais bizarre. J'ai, il est vrai, toujours eu des idées différentes des autres. Je dirais même que je n'ai jamais rien fait, ni pensé comme les autres. Et j'ai envie de dire, je ne serais pas animateur sinon. Et je pense que c'est la rançon de la créativité. Et comme je le dis souvent, pour paraphraser la série Monk, c'est à la fois un don et une malédiction. C'est pour cette raison que je ne pouvais être qu'animateur. J'ai toujours eu un regard sur le monde différent des autres. Là où les autres ont un regard technique sur ce qui les entoure, moi je vais plutôt avoir un regard artistique. Là où les gens ne vont penser les choses qu'en ce qu'elles peuvent leur apporter quelque chose, je vais plutôt avoir un regard large et altruiste. Je n'ai jamais pensé comme les autres, j'ai toujours été en complet décalage avec eux. Très tôt, je dirais même plus tout petit, il m'est venu une idée quelque peu saugrenue. Et si ma vie n'était que mensonge? Et si je n'étais qu'un acteur inconscient de sa nécessité? Autrement dit, l'ancêtre de la télé-réalité. Oui, j'ai été petit avant que la télé-réalité n'arrive sur nos écrans. Pas de commentaires. J'avais l'impression en fait d'être le personnage principal d'une émission de télé que les gens regarderaient et qui analyseraient mes faits et gestes, liraient mes pensées et me jugeraient. Ça peut vous sembler absurde, vous pouvez penser que je suis fou, et peut-être le suis-je, mais j'avais en moi cette sensation étrange. D'ailleurs, je suis quelqu'un, j'avoue, bardé de toc. Mais le fait est que cette sensation a été confirmée par plusieurs chocs dans ma vie. Soit des choses qui m'ont paru incongrues tout au long de ma vie, soit des chocs culturels. L'exemple le plus récent, ça serait le Sahara occidental. Il y a plus d'un an de cela, je n'avais aucune espèce de connaissance de ce territoire. Le contexte. Jusqu'à récemment, et depuis 2011, je joue à un jeu communautaire Facebook qui s'appelle Travel Quest, qui consiste à s'échanger des cartes sur tous les pays du monde, des cartes virtuelles. Et grâce à ce jeu, je suis capable de situer quasiment tous les pays du monde et je connais presque toutes leurs capitales. Puis un jour, comme je vous le disais à peu près il y a un an ou deux, je constate qu'il y a une bande de terre qui m'était étrangement inconnue dans ce que je savais être une partie de la Mauritanie. Et là, je me suis dit, mais soit tu perds la tête, soit il y a un bug dans la matrice. Et ça ne peut être que l'un ou l'autre. Alors, je ne sais pas où, mais moi, ça me fait un peu penser à l'effet Mandela. Ces faux souvenirs collectifs, comme la supposée mort de Nelson Mandela, en prison dans les années 90, ou la barre de Kit Kat. Sauf que je n'ai jamais vraiment, réellement cru à l'effet Mandela. Je me souviens très bien de la libération de prison de Nelson Mandela, et tous les autres exemples peuvent très bien s'expliquer par les biais cognitifs. Déchécator, d'ailleurs, en a fait une excellente vidéo là-dessus. Elle est en description. On aurait, si vous voulez, avec le Sahara occidental, un effet Mandela version intello, version bobo. N'hésitez pas, d'ailleurs, à indiquer en commentaire à quand remontent vos souvenirs les plus anciens concernant le Sahara occidental. Pensez-y à ça. Il y a plein de choses bizarres qui me sont arrivées dans ma vie, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Marqué, je dirais, plus que tous les autres. C'était en 1996. J'avais 17 ans, je passais le BAFA. On était en pension complète à Neufchâtel-en-Bray et parmi les stagiaires, il y avait une dame assez âgée. Je dirais la cinquantaine, et avec qui j'ai rapidement sympathisé. Enfin, je dirais plutôt que c'est elle qui a rapidement sympathisé avec moi. Et les jours passant, elle eut des propos de plus en plus étranges envers moi. Des propos laissant penser que l'on se connaissait de longue date. Alors que, dans les faits, on ne se connaissait que depuis ce stage BAFA. Exemple de propos un peu bizarres qu'elle avait, j'ai commencé à fumer quelques mois avant le stage. Et ma mère n'était pas au courant ou faisait semblant de ne pas l'être. J'en sais rien. Et cette dame m'a dit plusieurs fois des trucs du genre « Tu sais très bien ce que ta mère pense du fait que tu fumes », alors qu'on ne se connaissait pas et qu'elle ne la connaît pas. À l'époque, j'ai pas trop réagi. Je me disais chelou quoi.
J'étais jeune, je réfléchissais pas trop. Mais plus les années passèrent, et plus je me disais que cette femme était étrange. Et il y a eu plein d'autres moments dans ma vie qui m'ont paru étranges. Un autre exemple, et qui là nous arrive tous, c'est le sentiment de déjà-vu. Avoir l'impression d'avoir déjà vécu un moment de sa vie alors que c'est la première fois. Encore un autre exemple, le pressentiment. C'est-à-dire deviner à l'avance que quelque chose va se produire alors que rien ne le laissait se présager. L'impression de déjà-vu et le pressentiment sont des phénomènes qui m'ont toujours intrigué. Et je sais que vous l'avez vécu aussi. Et justement, vous vous êtes jamais demandé pourquoi? Mes deux chocs suivants étaient culturels, et plus précisément cinématographiques. En 1998 sortait The Truman Show, avec Jim Carrey dans le rôle principal. Le film raconte la vie de Truman Burbank, vedette à son insu d'un spectacle de télé-réalité. Sauf qu'en 1998, le concept de télé-réalité n'existait pas, en France tout du moins. Love Story, la première émission de télé-réalité qui a vu le jour en France, est arrivée en 2001. Et depuis sa naissance, la vie de Truman Burbank n'est qu'un gigantesque plateau de tournage. Et tous ceux qui l'entourent ne sont que des acteurs, même sa famille. Et par une suite de petits bugs et une irrépressible envie de quitter son petit monde, il a pu découvrir le poteau rose. Pour mon deuxième choc culturel, je ne vais malheureusement pas être très original, c'est bien évidemment Matrix. Un an après, en 1999, Matrix dépeint un futur dystopique dans lequel la réalité perçue par les êtres humains est une réalité virtuelle. Ils sont connectés à une matrice créée par des machines dotées d'intelligence supérieure afin d'asservir les êtres humains à leur insu et de se servir de la chaleur et de l'activité électrique de leur corps comme source d'énergie. Le programmateur Neo, joué par Keanu Reeves, découvre la vérité et rejoint la rébellion. Alors une suite de chocs qui, tout au long de ma vie, m'ont fait douter justement de la réalité de ce qui m'entoure. Ces propos, j'en ai conscience, peuvent me faire passer pour un complotiste. Mais en fait, non. Je dirais que je suis à l'écoute des deux bords. À la fois, je suis le premier à dénoncer les théories du complot, et ceci, vous ne pouvez que le constater au travers des vidéos que je partage, surtout quand ces théories sont dangereuses ou ne sont mises en avant que pour enrichir ceux qui en font l'exégèse, ou se faire mousser politiquement. Mais, à la fois, je pense qu'il faut laisser libre cours à la croyance, ne serait-ce que par le fait que la science n'a pas encore tout découvert. Le paranormal, c'est quoi? C'est ce que l'on n'a pas encore expliqué. Les scientifiques ont encore beaucoup de travail pour comprendre notre univers. Peut-être que, bientôt, une découverte scientifique changera complètement notre façon de percevoir le monde, comme l'a été, par exemple, la découverte de la physique quantique. Je dirais même que les scientifiques n'ont découvert qu'une infime partie de ce qui est possible. Il y a des mystères que l'on ne peut encore expliquer, mais peut-être que ce sera le cas bientôt. Et c'est pour cela que je ne suis pas, d'ailleurs, du tout fan de Thomas Durand et de sa chaîne La Tronche en Biais. Il est trop fermé, et à partir du moment où les croyances des autres ne nuisent à personne ou ne propagent pas la haine, en quoi sont-elles gênantes? Et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, je vais vous présenter la théorie de la simulation popularisée par le philosophe Nick Bostrom en 2002. Avant ça, je vais prendre 10 secondes pour vous demander de mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire sous la vidéo. Ça aide grandement à faire qu'elle soit remarquée par l'algorithme de YouTube et à lui donner un peu plus de visibilité. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, et si vous souhaitez m'aider financièrement, il y a une page Tipeee. Le lien est dans la description. Alors, je tiens juste à apporter une petite précision avant de commencer. Je ne suis ni un complotiste, ni un illuminé. Enfin, je pense pas. Mais ce que je sais, c'est que cette théorie est loin, très loin, d'être déconnante. Et s'appuie sur de solides arguments. Et je dirais même plus que le temps lui donne de plus en plus raison. De fait, ce qui, lors de la publication de l'article de Nick Bostrom, pouvait faire sourire et ne semblait être qu'une théorie farfelue de plus, est justement de plus en plus prise au sérieux, et de nombreux faits semblent lui donner raison. On va détailler tout cela lors de cette vidéo. Récemment, Elon Musk a affirmé que nous avions à peu près 50% de chance de vivre dans une réalité simulée. Ce qui lui fait dire ceci sont
les progrès fulgurants récents des intelligences artificielles. Le raisonnement est le suivant. Les progrès ont été tels ces dernières années qu'il semble de plus en plus probable que nous arriverons à créer une réalité simulée proche de ce que nous vivons dans les prochains mois ou au pire les prochaines années. Donc, s'il est possible qu'une réalité proche de la nôtre existe à l'avenir, rien n'empêche que nous-mêmes soyons une telle réalité. Dans son article, Nick Bostrom dit ceci. Il y a de très fortes chances que l'une des trois affirmations suivantes soit vraie. 1. Aucune civilisation ne pourra atteindre un niveau technologique incluant la faculté de créer une réalité simulée. 2. Aucune civilisation atteignant le stade suscité ne produira cette réalité simulée, soit par nécessité de réserver sa puissance de calcul à d'autres tâches, soit par considération éthique. 3. La probabilité que des entités telles que nous fassent partie d'une réalité simulée est proche de 1. Vous l'aurez remarqué, les trois hypothèses peuvent être ramenées à deux seules. Soit nous vivons dans une réalité simulée, soit nous n'y vivons pas. La première proposition reprend peu ou prou la théorie du grand filtre de Robin Hanson, qui dit que nous ne sommes jamais entrés en contact avec des extraterrestres, car aucune civilisation n'a survécu assez longtemps pour réussir à mettre au point une technologie suffisamment performante pour surmonter tous les obstacles pour arriver jusqu'à nous. Dans cette première hypothèse, l'humanité ne survivra jamais assez longtemps pour créer une réalité simulée. La deuxième est qu'elle aura cette possibilité, mais qu'elle n'en fera pas usage, soit pour des raisons pratiques, soit pour des raisons éthiques. Et la subtilité se joue dans le passage entre la deuxième et la troisième proposition. Étant donné qu'une des trois propositions a de grandes chances d'être vraie, si les deux premières sont fausses, cela signifie que la troisième est vraie. C'est logique. Il aurait pu se contenter de dire, même si j'avoue ça aurait été un peu court pour un article scientifique, que si les deux premières propositions sont fausses, alors il y a de fortes chances que l'humanité arrive à créer dans un avenir plus ou moins proche une réalité simulée semblable à ce que l'on vit. Non, Nick Bostrom va plus loin qu'Elon Musk. Si l'humanité peut arriver à créer une réalité simulée, alors ça signifie que nous sommes nous-mêmes dans une réalité simulée. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le déroulé de ce qu'implique concrètement cette théorie. Et il y a pas mal de réflexions qui se révèlent hyper flippantes. Pour cette vidéo, je me suis énormément inspiré de la vidéo de la chaîne Knawak, l'iceberg de l'horreur existentielle. Je vais vous la mettre en description. Première chose, il y a dans tout cela beaucoup de risques de fin du monde. Premier risque, la panne de serveur. Si on vit dans une réalité simulée, c'est qu'on est dans un serveur informatique. Et qui dit serveur, dit panne de serveur. Vous vous souvenez certainement au début de WeWard, lorsqu'on voulait valider nos pas aux alentours des 21h, on galérait tous les jours car leur serveur était surchargé. Toutes nos données internet sont stockées sur de grandes machines appelées serveurs. Soit ces machines appartiennent aux entreprises, mais il n'y a que multinationales qui en ont les moyens. Les petites startups comme WeWard louent des espaces de stockage à des entreprises spécialisées là-dedans. On peut justement penser que WeWard a été dépassé par son succès fulgurant et qu'il n'avait pas anticipé assez d'espace, d'où les bugs au début. Mais là, avec la réalité simulée, il y aurait 1000 raisons qui pourraient aboutir à une saturation des serveurs, voire à un crash de ceux-ci. Ce dont il faut avoir conscience est que même si notre Terre n'est pas la vraie planète, il y en a quand même une sur laquelle sont stockés les serveurs. Peut déjà être une première cause. Mais au-delà de cette considération, on pourrait imaginer un crash des serveurs dû à un choc soudain. Deux causes semblent évidentes. On peut constater qu'à chaque fois qu'une technologie fait son apparition, au début, elle est réservée à une élite et peu à peu, elle se démocratise et son nombre d'utilisateurs croît de façon exponentielle. Internet, les téléphones portables, les smartphones. On pourrait imaginer que la réalité simulée aurait tellement d'utilisateurs qu'il serait physiquement impossible de créer de nouveaux lieux de stockage de données et que tous les serveurs crament, sonnant notre glas. Mais il y a une autre hypothèse encore plus terrifiante, car si elle est exacte, ça veut dire que notre fin est juste très proche. Pour faire simple, la technologie telle qu'elle existe maintenant demande déjà beaucoup d'espace de stockage.
déjà à la limite de ce que peut supporter notre planète. Alors imaginez une réalité simulée faisant son apparition bientôt. Ça créerait encore plus de data, nécessitant encore plus d'espace de stockage. On serait encore plus à la limite. Mais sauf que si on est déjà dans une réalité simulée, ça voudrait dire que l'on serait déjà dans une limite qui se situerait elle-même dans une limite, celle de la planète sur laquelle se trouvent nos serveurs informatiques. Il y aurait donc de grandes chances que l'apparition de la réalité simulée crée un crash de serveur. Ok, tout cela est, j'en ai conscience, très flippant. Maintenant, intéressons-nous à la question du qui, ou plutôt du qui et du pourquoi. Qui aurait intérêt à créer une telle simulation et pourquoi ? Il y a plusieurs hypothèses, mais on ne va en retenir que deux. La moins fun, elle est évidemment scientifique. On aurait affaire à une civilisation tellement avancée qu'elle n'aurait plus aucune trace de son passé. Elle aurait donc créé une réalité permettant de simuler le destin de la race humaine. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette théorie ruine juste toute espèce de libre arbitre nous concernant. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, l'humanité reproduirait les mêmes schémas. L'autre hypothèse plus fun serait celle d'une civilisation extraterrestre. Ils auraient créé une réalité simulée, soit pour étudier le comportement des êtres humains, dans un but sociologique ou historique, soit pour jouer. On serait juste un jeu vidéo. Et je tiens à vous prévenir, c'est maintenant que l'on va vraiment dérouler la pelote de laine et voir toutes les implications qu'offrent ces théories. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires si vous pouvez apporter des approfondissements à ces réflexions ou si vous avez des contre-arguments à proposer. Donc, si on était dans un jeu, ça serait forcément un jeu de gestion, jeu où l'on gère les interactions au sein d'une communauté. Si on prend l'exemple du foot, vous pouvez incarner les joueurs lors des matchs, comme dans FIFA. Mais vous pouvez aussi incarner le président du club et vous occuper de l'essentiel de ses tâches habituelles. Là, c'est Football Manager. Soit on serait dans un jeu type Civilization ou Forge of Empire, ce qui serait le plus cohérent au demeurant, soit on est dans un jeu type les Sims. Civilization et Forge of Empire sont des jeux où l'on doit bâtir un empire de A à Z en concurrence avec d'autres empires qui sont incarnés par le jeu lui-même. Le jeu suit globalement toujours la même trame. En gros, si tu veux l'emporter, tu as intérêt à développer tes capacités commerciales. Et quand je vous dis qu'on va dérouler la pelote de laine, on va vraiment la dérouler. Au sein des jeux de gestion, il y a deux possibilités. Soit on joue contre le jeu lui-même, soit on joue contre d'autres personnes. L'une ou l'autre de ces possibilités n'implique pas les mêmes choses. Si on joue contre l'ordinateur, cela signifie qu'il y a un monde par joueur, avec une infinité de parties qui se côtoient. Et là, ça vous fait pas penser à quelque chose ? Vous ne devinez pas ? Le multivers, bien sûr. Le multivers a été le mieux conceptualisé pour moi dans la pop culture avec Dragon Ball. Et surtout pas avec Marvel d'ailleurs. Chez Marvel, le multivers sert surtout à masquer les incohérences des scénarios. L'idée du multivers est grossièrement qu'à chaque fois que nous commettons un acte, que nous prenons une décision, on ouvre un nouveau monde. On ouvre le monde où on prend la décision, mais aussi d'autres mondes où on en aurait pris d'autres. On serait du coup dans mon monde ou plutôt dans une partie d'un joueur. Je ne sais pas si vous avez calculé, mais rien que là, on répond déjà à pas mal de questionnements liés au paranormal. On parlait au début de la vidéo de l'effet Mandela. On pourrait d'ores et déjà l'expliquer, et ceci de deux manières. D'abord par des mises à jour correctives, maintenant on appelle plutôt ça des patchs, qui expliqueraient que, suivant les corrections opérées par les développeurs, certains détails de la réalité pourraient changer. L'autre explication pourrait être l'interaction entre les différentes parties. On passerait d'une partie à l'autre, mais sans forcément s'en rendre compte. Un petit peu comme dans la série Sliders. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série des années 90, où on avait des aventuriers qui passaient d'un multivers à un autre, en espérant un jour retrouver leur monde. Un jour, ils ont espéré y être enfin arrivés jusqu'à ce qu'ils voient un Golden Gate bleu. Et peut-être qu'on passerait d'un monde où Nelson Mandela est mort en prison à un monde où il a survécu et que seule une poignée serait capable de s'en souvenir, des élus. Moi, avec mon Sahara occidental, je serais peut-être que l'élu des bobos.
le néo des bobos. D'ailleurs, certains émettent l'hypothèse que l'on serait effectivement mort à la fin 2012, lors de la pseudo-apocalypse des Mayas. Alors les Mayas, ce qu'ils avaient dit, c'est que, plus précisément, on passerait d'un monde à un autre. Du coup, certains disent que l'on serait passé à une autre partie, fin 2012. On pourrait imaginer que les développeurs, par gain de data, donneraient à un nouveau joueur une partie déjà existante. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Par ailleurs, on pourrait expliquer une autre partie des phénomènes paranormaux, les fantômes. Les fantômes seraient juste des personnes mortes dans notre monde et vivantes dans un autre, mais qui occuperaient le même espace que nous à l'instant T. Le sentiment de déjà-vu que nous évoquions tout à l'heure, il pourrait très bien s'expliquer d'ailleurs par le fait que l'on aurait déjà vécu cette scène dans d'autres mondes. Le pressentiment s'expliquerait de la même manière. On a un souvenir d'une situation que l'on aurait vécue dans une partie précédente, sauf qu'au lieu de nous en souvenir pendant, on s'en souvient quelques secondes, quelques minutes avant que la situation en question se produise. Reprenons maintenant le cours de notre pensée. L'autre possibilité serait que l'on joue notre partie de Civilization ou de Forge of Empire contre d'autres joueurs. Et du coup, ça voudrait dire quoi ? Tout simplement que l'on serait à rebours de tout ce que l'on a dit depuis tout à l'heure. On serait du coup sur une seule map et dans la même partie. Et là, je vous propose deux possibilités. Nous serions soit des PNJ, des personnages non joueurs, soit des personnages contrôlés par des joueurs. Je tiens à dire que du coup, la personne qui me contrôle serait pas très douée. Serait assez mauvais dans le jeu, mais il continue quand même. Alors, si moi je suis un PNJ, ça voudrait dire que la majorité des gens sont des PNJ et qu'une minorité de joueurs serait contrôlée par des joueurs. Et avec cette théorie-là, vous expliquez tout simplement le capitalisme. Pourquoi ne pas imaginer que les personnages qui contrôlent notre monde, Macron, Poutine, Trump, Bolloré, Elon Musk, seraient contrôlés par des vrais joueurs ? Nous, les prolétaires, on serait contrôlés par les algorithmes qui réagiraient aux actions des joueurs en fonction de la façon dont on a nourri ces algorithmes. On expliquerait les dominations actuelles et la rigidité du néolibéralisme par à la fois les règles strictes de l'algorithme et un intérêt commun des joueurs et des développeurs à ne pas se retrouver dans une situation où les PNJ prendraient le pouvoir parce que ça signifierait justement la fin du jeu. La révolution provoquerait alors la fin du monde, ce qui est assez génial. Enfin, ce qui est assez paradoxal, je veux dire. Ce qui est assez paradoxal. Imaginez que les gilets jaunes soient juste la conséquence de mauvais choix du joueur qui contrôle le personnage Macron. Gageons que celui-là, d'ailleurs, ça doit être le pire des... Quel serait, selon vous, d'ailleurs, le pire joueur de l'histoire? Réfléchissez-y et mettez-moi la réponse en commentaire. Et du coup, ce rapport de domination qu'ont mis en avant Pierre Bourdieu ou encore Franck Lepage, ne serait-il pas juste ce rapport entre ceux qui détiennent le pouvoir parce qu'ils jouent et des PNJ qui seraient comme une intelligence artificielle qui prendrait petit à petit conscience d'elle-même, qui se rebellerait et dont une simple mise à jour suffirait à anéantir? Je vous l'avais dit, ces théories allaient vous retourner le cerveau. On avait dit qu'il y avait deux types de jeux de simulation. Les jeux de gestion du type Civilization et Forge of Empire. L'autre sorte, c'est les Sims. Le but de ce jeu est pour les joueurs de faire vivre à leur personnage la vie qu'ils désirent. Encore une fois, là, le mien, il est encore grave à côté de la plaque. Et pousse-toi le cul, man. Pousse-toi le cul. Du coup, maintenant, ça impliquerait quoi si on était dans les Sims? Que je suis le personnage du joueur et que vous seriez le PNJ, tout simplement. Cette théorie me fait énormément penser d'ailleurs à la physique quantique. La physique quantique a été vulgarisée grâce à l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. Pour résumer, l'expérience du chat de Schrödinger suppose qu'un chat soit enfermé dans une boîte avec un gaz mortel et une source radioactive. Si le compteur Geiger détecte un certain seuil de radioactivité, ce qui a 50% de chances d'arriver, le flacon est brisé et le chat meurt. Et ce qu'affirme Schrödinger, c'est que tant que l'on n'a pas ouvert la boîte, le chat est dans un état où il est à la fois mort et à la fois vivant. Autrement dit, c'est l'observation qui produit la réalité.
est réel, ce qui est objectivement observé. Alors quel rapport avec les Sims? Si nous étions dans une réalité simulée, comme chez les Sims, alors la pièce où je suis à l'heure où j'écris ces lignes ne serait que la seule réalité observable. Tout le reste n'existerait pas, et que les lieux n'apparaîtraient que lorsque je m'y rends, et que ce serait la seule réalité observable, et tout simplement par économie de data et de temps de travail pour les développeurs. Alors pourquoi matérialiser des choses qui n'auraient pas d'utilité immédiate comme moi, le personnage du joueur? Parce que tout simplement, pourquoi matérialiser des choses qui n'auraient pas d'utilité immédiate comme c'est moi, le personnage du joueur? Alors l'avantage de cette théorie est que il ne peut pas y avoir de fin du monde pour surcharge de data, sauf si le mec se lasse et qu'il arrête de jouer, évidemment. Voilà, on a fait le tour des théories sur la simulation informatique dont je voulais vous parler, mais je n'ai pas terminé car il y a 2 théories qui, elles, ont un rapport avec les extraterrestres dont je voulais vous dire quelques mots. Il y a une théorie qui me semble est celle qui est développée dans X-Files, qu'on appelle la théorie des grands astronautes. Tout simplement, notre planète aurait été construite par les extraterrestres. Dieu serait un extraterrestre. Et une branche de cette théorie dit que l'on serait un zoo. On est sur le même principe que ce que l'on a vu précédemment, sauf que l'on serait bel et bien réel. Cette théorie dit que la Terre serait un zoo pour les extraterrestres. Alors ça va pas plus loin que ça. Mais certains ont imaginé que les apparitions extraterrestres seraient comme ces intrépides qui s'aventurent au-delà des clôtures des zoos pour voir les animaux de plus près. Plusieurs faits observés donnent du poids à cette théorie. On a observé que ces apparitions se produisaient beaucoup autour des lieux de stockage d'ogives nucléaires aux États-Unis, mais aussi en Russie. Et systématiquement, après ces apparitions, les ogives nucléaires étaient désactivées. Comme si les extraterrestres sentaient que leur créature se barrait en couille et menaçait de s'autodétruire et qu'ils rectifiaient le tir. L'autre théorie que j'adore sur les extraterrestres est celle qui dit que la Terre serait une colonie extraterrestre. Elle est plus intéressante qu'il n'y paraît, car elle signifie qu'il y aurait une civilisation tellement avancée qu'elle serait en mesure de coloniser d'autres planètes. Et ce qui est intéressant dans cette théorie, c'est qu'il y aurait des gens au courant de cette colonisation. Et justement, elle fait écho à l'actualité récente que les médias mainstream se sont bien gardés de nous dévoiler. David Grush, un ancien officier de renseignement américain, a affirmé que les autorités américaines dissimulaient les preuves de l'existence d'extraterrestres. Alors je trouve que cette actualité colle assez bien avec cette théorie. On pourrait penser qu'il y aurait des émissaires en charge de surveiller notre colonie. Leur mission serait double: développer l'humanité sur la planète tout en la gardant soumise, afin qu'elle ne découvre pas le poteau rose. À nouveau, cette théorie expliquerait le capitalisme comme doctrine, ayant pour seule ambition de garder sous cloche la population tout en réservant le pouvoir à une oligarchie qui serait seule au courant de la réalité des choses. Voilà, c'était une vidéo un peu plus personnelle, j'espère qu'elle vous aura plu. Disons que ce sont des réflexions que j'avais envie de vous partager. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez-la, ça nous aiderait beaucoup. Faites un petit don sur Tipeee si vous en avez les moyens, évidemment. Les liens sont dans la description. Récemment, j'ai partagé la vidéo « Je ne contracte pas ». Ça a été littéralement un truc de fou. 32 000 vues à l'heure où j'écris ces lignes. Je vais essayer justement de vous expliquer d'où vient la théorie sous-jacente à ce mouvement, dont s'inspirent les 2 illuminés. Ça sera pour bientôt. À bientôt pour cette vidéo. Ciao!